Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le campus de l'EM Lyon Business School pour cette vidéo consacrée aux 5 forces, aux 5 atouts de l'EM Lyon Business School, si tant est qu'il n'y en ait que 5. Et pour en parler, je me trouve précisément avec Lionel Sitz. Lionel, bonjour. Bonjour. Lionel, vous êtes donc le directeur du programme Grande École. Ça tombe bien, vous allez pouvoir dérouler avec moi l'ensemble de ces 5 points. Est-ce que vous pouvez peut-être en premier lieu vous présenter à notre audience? Bien sûr, donc je suis Lionel Sitz, je suis professeur de marketing. J'ai une première fois pris la direction du programme Grande École en 2020, donc juste avant le Covid. Puis je suis parti sur une direction académique de l'exécutif MBA, et puis je reviens maintenant sur le programme Grande École, avec grand plaisir. Parfait. Et enseignant-chercheur donc par ailleurs. Et enseignant-chercheur par ailleurs, absolument. C'est ça, exactement. En marketing. Et plus précisément en comportement du consommateur. Voilà, on aura peut-être l'occasion de retrouver ce point-là au gré des questions que je vais vous poser. Alors, on va tout de suite commencer par le vif du sujet. Le premier point, celui que nous avons choisi pour justement commencer ce live, c'est la question de l'excellence, tout simplement, académique de l'école. Bien sûr, l'EM Lyon est une école relativement vieille, reconnue depuis de nombreuses années, reconnue dans les classements nationaux et internationaux. Donc voilà, je vous laisse peut-être dérouler d'abord ce premier point. Bien sûr. Alors, plutôt que vieille, je dirais avec une longue histoire. Bien sûr. Parce qu'elle se renouvelle sans cesse. Mais donc oui, de 1872, donc on a fêté nos 150 ans. Et c'est vrai que l'école est marquée par l'excellence académique. On a beaucoup d'emphase sur la question de la qualité de la recherche. Et une particularité, je pense, de l'école par rapport à d'autres institutions, c'est l'idée qu'on essaye d'avoir un transfert de la recherche vers la pédagogie. Donc les enseignements essayent d'intégrer la recherche que font nos professeurs. Donc on a 170 enseignants-chercheurs qui ont une particularité, c'est qu'ils sont très éclectiques par rapport à d'autres facultés de même rang. On a des gens qui, bien évidemment, font, le cœur de la faculté sur le management, le leadership, le marketing, la finance corporate. Et puis on a des professeurs sur des disciplines un peu moins attendues. On a pas mal de gens sur la sociologie, on a des gens sur l'anthropologie, sur l'histoire. Et puis on a quelques personnes sur les questions de data et de data science, mathématiques. Voilà, donc c'est une particularité. Et je répète ce que j'ai dit, mais l'idée c'est que cette excellence académique, elle se transfère sur les enseignements. Alors précisément, donc voilà, il y a deux conséquences. Alors il y a effectivement d'une part la reconnaissance, je l'ai dit, des classements nationaux, internationaux, ça on pourra y revenir. Et puis aussi la manière dont justement ça irrigue la pédagogie. Là aussi, est-ce que vous pouvez y revenir tout simplement, les étudiants qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que ça va concrètement changer dans leur parcours? Alors je dirais, ça change deux choses. La première, c'est que l'étudiant qui est en salle de cours va être en face de connaissances qui sont à la pointe de ce qui se fait en recherche. Donc on a j'allais dire, une plus grande durabilité de la connaissance acquise. Et puis la deuxième chose sans doute qui est importante pour l'école, et sans doute qu'on y reviendra parce que c'est un des axes de la première année, c'est la question de la réflexivité. Parce que un des éléments phares, me semble-t-il, de la recherche, c'est l'idée qu'on est obligé de sans cesse se remettre en question la connaissance, remettre en question les sources d'information. Et du coup, ça aiguise la réflexivité. Et je pense que pour le monde de demain et les étudiants qui seront les futurs professionnels de demain, c'est une compétence, ce qu'on appellerait un soft skills, qui est absolument centrale à posséder. Et pour ce qui est donc de la partie classement? Et pour la partie classement, en fait, j'allais dire, l'idée c'est de créer un système vertueux dans lequel la recherche permet de bien classer l'école, qui permet d'attirer des bons étudiants, bien sûr, c'est ce qui intéresse les étudiants qui nous écoutent, mais qui permet aussi d'attirer les meilleurs profils d'enseignants-chercheurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, à côté des étudiants qui cherchent une école, il y a des enseignants-chercheurs qui cherchent des emplois et qui cherchent des écoles qui vont leur permettre de développer leur talent. Et de ce point de vue-là, en fait, l'EM Lyon est très bien placé, puisqu'en fait, on a pas mal de pôles d'excellence sur la faculté qui font qu'on a des enseignants-chercheurs mondialement reconnus qui veulent rejoindre la faculté, qui permettent d'alimenter la pédagogie, qui permettent d'avoir des très bons étudiants, qui permettent d'avoir des bons classements, et ainsi de suite. Donc c'est un peu la logique sous-jacente. Oui. Et au niveau de la manière dont le programme est structuré, est-ce que cette connaissance d'excellence, est-ce que c'est plutôt dans les dernières années de spécialisation, la dernière année de spécialisation, ou est-ce que c'est véritablement tout au long du programme? En fait, le choix qui a été fait, c'est d'essayer de l'irriguer tout au long du programme. Donc dès la première année, on a plein de cours phares, mais on a 4 cours ADN. Et parmi les cours ADN, on a un cours en particulier qui va permettre d'irriguer la recherche. C'est ce qu'on appelle RECAPS, Recherche appliquée en sciences sociales, dans lequel en fait on a 32 enseignants-chercheurs
de l'école qui proposent des sujets sur leur thématique de recherche. Les étudiants se positionnent sur ces différentes thématiques et puis ensemble, avec les étudiants, ils vont développer un projet de recherche et les étudiants vont travailler en groupe sur le projet qu'ils ont eux-mêmes construit ou co-construit. Et donc le professeur peut directement irriguer, j'allais dire RECAPS, son cours de RECAPS avec sa recherche. Donc dès la première année, les étudiants sont exposés à ça. Alors, il y a plein d'autres cours dans lesquels ils sont exposés à ça. Je pense à Futur Durable, je pense à Avancée en sciences sociales. Enfin, il y a plein de cours qui vont permettre ça. Mais en première année, me semble-t-il, le cours vraiment phare, c'est RECAPS par rapport à cette traduction. Et après, ils vont retrouver ça dans les enseignements plutôt de spécialité. On peut penser aux enseignements de finance. On a des enseignants-chercheurs de très haut niveau qui publient dans des très très belles revues, qui ensuite vont irriguer leurs cours avec des nouvelles formules. Parce que la finance, il faut bien le comprendre, c'est essentiellement des formules qui permettent de calculer le prix des actifs. Donc tout au long après de la spécialisation, ils vont retrouver ça. Et au fur et à mesure qu'ils vont avancer vers la professionnalisation, ils vont rencontrer en fait ce lien entre la connaissance qu'on considère comme théorique, mais qui en fait est la recherche, et puis la pratique. Parce que quand on travaille dans la finance ou dans le marketing, on a besoin de connaissances conceptuelles pour pouvoir appliquer des compétences terrain. Et donc, au fur et à mesure de l'enseignement, j'allais dire, on va se spécialiser sur une matière, et la matière va être irriguée par la recherche. Alors, je reviens sur ce que vous disiez sur les sciences humaines. Donc, par ailleurs, on l'a bien compris, hein, il y a évidemment tous les fondamentaux du management, le marketing, la finance, la stratégie, qu'on attend évidemment d'une grande école de management. Sur ces enseignements-là, comment ça s'articule avec ce que les étudiants de prépa ont pu voir aussi, puisqu'ils ont eu un enseignement quand même assez costaud en philosophie, en géopolitique, en économie, etc. Comment ça se goupille un petit peu? Alors, je dirais, l'idée de l'EM Lyon, c'est d'essayer de favoriser la transition entre la prépa et l'école, et d'arriver à faire en sorte que cette transition elle se fasse de la manière la plus douce possible. Et donc, des dispositifs pédagogiques, notamment RECAPS, notamment les cours en sciences sociales, permettent finalement, j'allais dire, d'avoir une continuité avec les apprentissages théoriques qu'on a pu avoir en prépa, tout en venant irriguer avec des nouveaux apprentissages qui permettent d'ouvrir sur le champ du management. Et après, j'allais dire, le reste, on a des dispositifs du type EM politique qui ont été lancés récemment, qui permettent finalement d'aller venir travailler avec les étudiants de prépa sur ces problématiques de géopolitique, de macroéconomie, qui retrouvent quelque part les enseignements de la prépa, ou en tout cas qui les retrouvent différemment par rapport à la prépa pour permettre un cheminement continu. Alors voilà, très clair. Alors on en vient justement au deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'employabilité. Alors il y a un chiffre un peu grandiloquent, effectivement, 96% des diplômés qui trouvent un emploi 6 mois après la sortie. Alors c'est effectivement une chose, mais pour aller un petit peu plus loin, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, effectivement, au-delà de trouver un emploi très rapidement, voire même peut-être avant la diplomation, surtout dans des secteurs très précis et avec un taux de satisfaction des diplômés qui est en réalité très élevé. Tout à fait. En fait, il y a deux aspects dans l'employabilité. Dans les écoles en général, c'est d'un côté trouver un emploi, et puis ensuite trouver l'emploi qui nous convient, dans le secteur qui nous convient, et alors idéalement dans l'entreprise qui nous convient. Et donc effectivement, le taux d'employabilité après 6 mois à la sortie de l'école, c'est 96%, ce qui est un très bon chiffre. Mais au-delà de ça, c'est vrai que dans les retours plus qualitatifs, on a moins de statistiques là-dessus, puisque c'est moins traçable. Pour discuter beaucoup avec les étudiants depuis 15 ans que je suis à l'école, la plupart des étudiants trouvent l'emploi qu'ils recherchaient ou un emploi dans le secteur et souvent dans l'entreprise qu'ils recherchaient. Donc je dirais le taux de placement satisfaisant est très élevé à l'école. Sur le terrain de l'employabilité, donc voilà, on l'a dit tout à l'heure en off, 96% des diplômés qui trouvent dans les 6 mois un travail. Alors c'est une chose effectivement, mais d'autre part, il y a aussi la qualité de l'insertion et là l'EM Lyon se distingue effectivement. Alors, c'est bien évidemment, comme la plupart des diplômés de grande école, c'est principalement des grands groupes. Sans doute malheureusement pas assez de PME, mais essentiellement des grands groupes. On a une particularité qui fait l'ADN de l'école, qui est l'entrepreneuriat. Donc on a pas mal d'étudiants qui poursuivent dans l'entrepreneuriat dans des très très petites structures, puisqu'ils la lancent. Et puis on a un volant d'étudiants qui travaillent plutôt sur des petites structures, voire même des structures qui ne sont pas pour faire du profit. Je pense à des associations, je pense à des ONG. Et là c'est vraiment un choix de la part des étudiants et des étudiantes que de se lancer dans des choses qui, pour eux, ont une valeur sociétale et personnelle importante. Et c'est vrai que une des particularités de l'EM Lyon, c'est de favoriser le choix de l'étudiant, plutôt que d'essayer de faire en sorte qu'il trouve un emploi
qui correspondent plutôt aux aspirations, j'allais dire, pécuniaires et financières, que aux aspirations de l'étudiant ou de l'étudiante. Oui, avec, pour l'entrepreneuriat, effectivement, qui est un peu plus aventureux, avec quand même de belles réussites. On peut citer Sorare, par exemple, parmi les belles réussites récemment, qui est devenue une licorne, il me semble, assez récemment, effectivement. Bien, merci pour ce point. On va passer donc au troisième. Là aussi, alors, on a un petit peu évoqué ce sujet en creux, mais on va l'évoquer peut-être un peu plus en profondeur. C'est la question de l'hybridation des compétences, des doubles diplômes aussi. Alors, il y a effectivement l'hybridation d'une part en interne au sein de la faculté, également les nombreux accords de doubles diplômes nationaux et internationaux que vous avez pu tisser. Là aussi, je vous laisse dérouler ces différents points. Bien sûr. Donc effectivement, le M Lyon a fait le choix de mettre l'accent sur l'hybridation. C'est un des trois piliers de l'école. Et donc au sein du programme Grande École, l'hybridation, elle prend deux formes, comme vous le disiez. Une forme en interne, c'est-à-dire qu'on essaye d'hybrider les enseignements. Je citais tout à l'heure le cours Futur durable, qui vient en fait faire prendre conscience aux étudiants de la diversité des compétences requises pour faire face au caractère aléatoire du monde, ou en tout cas au caractère chaotique du monde. Donc on a beaucoup d'enseignements en interne avec des profils de la faculté particuliers. Je pense à Thomas Gauthier qui porte Futur durable, il est docteur en médecine au départ, et il se passionne pour la prospective, et il a une vraie expertise sur, j'allais dire, l'hybridation des différentes sciences humaines et de management pour faire en sorte de comprendre et d'avoir des outils pour comprendre le monde de demain. Donc en interne, il y a ces dispositifs pédagogiques sur lesquels on travaille, qu'on tend à développer au fur et à mesure. Et puis on a aussi des accords, notamment des accords de double diplôme. Là je pense au double diplôme fusion qu'on a ouvert l'année dernière avec les mines Saint-Étienne, et qui, contrairement à beaucoup d'autres accords de double diplôme, qui en fait est une sorte de, j'allais dire, de millefeuille. On fait une formation d'abord dans une école, puis on va faire une deuxième formation dans une autre école. Là, l'idée, c'est vraiment que ces étudiants fusion, comme le nom l'indique, fusionnent les connaissances, et donc ils alternent de manière extrêmement précise et pensée des enseignements ingénieurs et des enseignements d'école de commerce, pour qu'à la fin, on ait non pas un ingénieur qui a fait une école de commerce après, ou une école de commerce qui a fait une spécialisation ingénieur, mais vraiment qui combine les deux mondes et qui soit capable de naviguer dans ces deux mondes, ce qui n'est pas toujours évident. Donc on a plein d'autres diplômes, de doubles diplômes à l'international qui permettent cette hybridation. Je pense à des doubles diplômes aux États-Unis avec des écoles d'ingénieurs. En Chine, on a un très très bon partenariat avec aussi une école d'ingénieurs qui essaye de faire en sorte d'hybrider les contenus. Donc je dirais l'hybridation, elle s'incarne dans beaucoup d'enseignements en interne et en externe, en partenariat avec d'autres institutions. Et alors concrètement, puisque après tout la finalité de l'école, c'est bien de placer ces diplômés, comment se placent justement ces diplômés qui ont pu bénéficier de ces doubles compétences dans des domaines assez éclectiques? Alors là, j'aurais tendance à dire, en fait, les doubles compétences ou les hybridations sont extrêmement recherchées aujourd'hui par les entreprises. Parce que c'est très très dur de naviguer entre les différentes fonctions d'une entreprise. Je pense à un exemple très bête, parce qu'on parlait d'ingénieur, mais un marketeur qui doit parler à un ingénieur, tout simplement, il ne parle pas le même langage. Et du coup, c'est très compliqué pour toutes les entreprises qui ont une taille un peu importante, parce qu'on a des silos, et que ces silos ont du mal à se parler, parce que, non pas manque de compétences, mais manque de connaissance de l'autre monde, oui. Et donc c'est extrêmement recherché. Alors l'employabilité est extrêmement bonne, et puis j'allais dire, non seulement l'employabilité est bonne, mais en plus les étudiants, finalement, peuvent choisir l'entreprise dans laquelle ils vont. Donc c'est extrêmement recherché pour les employeurs. Extrêmement clair. Alors ça tombe bien, on vient d'évoquer les doubles diplômes internationaux, c'est le quatrième point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'international de manière générale. Le M Lyon est une école et depuis très longtemps éminemment internationale. Alors il y a les doubles diplômes, on l'a dit, il y a les campus à l'étranger et il y a les nombreux accords de double diplôme avec des universités donc un peu partout à travers le monde, mais aussi des universités qui sont estampillées, EQUIS, SISB en bas. Bon, c'est peut-être des terminologies qui sont encore un peu nouvelles pour les prépas qui nous regardent aujourd'hui, mais sans doute allez-vous pouvoir nous expliquer tout ça. Alors, je ne vais peut-être pas expliquer EQUIS et en bas dans le temps qui nous est imparti, mais l'idée en fait, c'est que l'EM Lyon, alors il y a deux choses. L'EM Lyon, historiquement, est une école très internationale. C'est une des premières à avoir rendu obligatoire la période à l'international. Elle est internationale, me semble-t-il aussi, juste pour faire un petit point d'histoire, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur la ville de Lyon, mais elle est aussi internationale parce que la ville de Lyon est au carrefour
près toutes les cultures. Il faut bien se rappeler que Lyon est une ville de soie et que la soie elle vient de Chine et que donc en fait Lyon est l'arrivée de la route de la soie, exactement. Donc il y a ce côté, j'allais dire, historique de l'école et du programme Grande École. Et puis il y a la volonté de l'école depuis maintenant une vingtaine d'années de pousser vers cette ouverture qui va au-delà de voyager à l'international. Alors, je pense que c'est important de le voir, notamment avec le Covid qui nous a un peu transformé les modèles habituels. C'est vraiment l'ouverture au monde qui est le cœur, plus que l'internationalisation, parce que aller partout dans le monde, c'est facile, on prend un avion, on y va. C'est plus compliqué de s'ouvrir au monde, et là je reprends ce qu'on disait sur l'hybridation. S'ouvrir au monde, c'est s'ouvrir aux autres cultures, et c'est aller à la rencontre des autres cultures, c'est-à-dire les rencontrer réellement, et pas juste aller visiter le pays. Donc le MNO a fait ce choix-là, c'est-à-dire s'ouvrir au monde, plus que d'aller voyager à l'international, et c'est important pour nous. Et dans cette volonté de s'ouvrir au monde, il y a la volonté d'avoir des accords de partenariat, d'échange et de double diplôme qui permettent aux étudiants de vraiment aller à la découverte de la culture du pays dans lequel ils vont. Le MNO a été une des premières à ouvrir un partenariat au Japon. Aucune école n'en avait à ce moment-là. Et l'idée, c'était que les étudiants devaient prendre des cours en japonais, donc apprendre le japonais, découvrir la culture japonaise. Et je dirais aujourd'hui encore, en 2023, donc très très longtemps après, c'est une caractéristique propre de l'Union que d'essayer de faire en sorte que cette expérience internationale, ce soit une expérience d'ouverture au monde, plus qu'une, j'allais dire, une découverte de voyage dans un pays étranger. Alors, au niveau justement des modalités au sein du parcours, pour qu'on comprenne, quand est-ce qu'on part à l'étranger? Est-ce qu'on peut partir plusieurs fois? Est-ce qu'il y a des contraintes académiques d'un certain niveau en termes de notes, en termes de maîtrise de la langue anglaise notamment? Alors, comme vous le savez, le programme de l'Union est relativement flexible par rapport au stage et aux périodes à l'international. Avec la nouvelle maquette, ce sera un petit peu plus encadré, non pas pour embêter les étudiants, mais pour faciliter en fait la finalisation de leur parcours. Donc celle qui est effective en 2023 pour les étudiants qui vont rentrer. Pour ceux auxquels on parle aujourd'hui. Donc le nombre de périodes à l'international va être, j'allais dire, cadré au sens, on va pouvoir les faire à des moments particuliers dans le parcours pour que ça puisse irriguer l'expérience que vivent les étudiantes et les étudiants. Ça, c'est une première chose pour répondre à la question. Et puis, deuxième chose, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'idée du programme, c'est d'accompagner les étudiants dans cette découverte du monde. Et donc, quelque part, on a des dispositifs. Donc, dès la première année, par exemple, les étudiants font un stage à l'international, qui est un stage obligatoire, un stage de 6 mois, qui leur permet de découvrir le monde. Et quelque part, alors pour le coup, je trouve que c'est une expérience absolument extraordinaire à vivre pour nos étudiantes et nos étudiants, parce que très souvent, quand on a fait une prépa, on a une continuité entre le lycée, la prépa, et puis on arrive en école de commerce. Et là, on part à l'étranger, c'est-à-dire qu'on coupe les ponts, alors relativement, hein, mais on coupe les ponts avec la famille, avec le monde habituel. Et on se retrouve baigné dans une culture qu'on ne connaît pas à un moment charnière du développement des étudiantes et des étudiants. Et ça fait partie, à mon avis, d'un des points forts de l'internationalisation de l'école que de le faire assez tôt dans le parcours. Et pour être prof maintenant depuis longtemps dans cette école, ce qui est extraordinaire, c'est de les retrouver après leur parcours à l'international. Parce qu'ils sont différents. Ils ont découvert des choses en Thaïlande, en Australie. Et du coup, ils reviennent complètement changés, transformés. Et c'est hyper agréable de les retrouver en salle de cours. Au niveau justement des destinations, alors vous en avez évoqué deux, il y en a beaucoup d'autres. Oui. Sans faire carte postale, bien sûr, voilà, où sont les destinations principales aux étudiants? Un peu partout, et faire la liste des 350 plus destinations, ce ne sera pas possible. Oui. Mais globalement, on couvre à peu près tous les continents. Donc on couvre bien évidemment toute l'Asie, tout le sous-continent indien. On couvre évidemment l'Afrique. L'Europe, ça va sans dire, avec des très beaux partenariats en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, on l'a cité tout à l'heure. À mon avis, ce qui est important, au-delà du nombre de partenariats, c'est j'allais dire, le fait que nos partenaires sont choisis pour être des partenaires de qualité. Et en gros, l'objectif de l'école, c'est de n'avoir des partenariats qu'avec
des établissements qui sont accrédités. Voilà, on revient à ces fameuses accréditations. CSB et QUIS. Juste pour préciser pour les étudiants qui ne connaîtraient pas forcément ces accréditations, l'idée c'est que ces accréditations permettent de s'assurer que l'établissement qui les reçoit a un niveau académique de standard international. Et donc quand on a une accréditation de ce type-là, donc si comme le Lyon on a la triple accréditation, c'est le Graal, mais quand on a une accréditation... Moins d'1% des business schools à l'échelle mondiale. Exactement, moins d'1% des business schools à l'échelle mondiale ont ce triple accréditation. Mais au-delà de ça, si on en a ne serait-ce qu'une, c'est déjà le signal qu'on est une institution de haut rang. Et alors, réciproquement, puisqu'on parlait d'international, alors elle se vit bien sûr cette dimension à l'étranger, elle se vit aussi sur le campus. Elle est très cosmopolite. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader sur le campus, mais il est effectivement très international. On mélange allègrement les différentes langues. Alors bien évidemment, les deux langues principales sont le français et l'anglais, mais c'est vrai que la particularité, c'est qu'on entend parfois de l'espagnol. Là récemment, j'étais au gymnase et j'entendais des personnes qui parlaient en espagnol dans une équipe qui parlait en anglais, et donc c'était très amusant de voir le... Donc c'est en fait, c'est pour ça que je parlais de s'ouvrir au monde, c'est en fait l'idée, c'est que dans le programme Grande École, on ne vit pas simplement son ouverture au monde à l'étranger, mais aussi à la maison. Parce que quelque part, l'étranger, il peut être à la porte d'à côté, quoi. Pour finir sur ce sujet, parce que je crois qu'on n'a pas été tout à fait complet, c'était sur les contraintes en termes de notes, en termes de maîtrise de la langue. Alors le choix de l'EM Lyon, c'est que les étudiants sont récompensés de leur investissement académique. Donc on a une envie de favoriser l'investissement dans les études. Et donc on prend en considération en fait le classement académique pour le choix des destinations. C'est-à-dire que mieux vous êtes classé, plus vous pourrez choisir. Donc si vous n'êtes pas dans les meilleurs, vous ne pourrez pas choisir les institutions les plus demandées. Et si vous êtes plutôt en bas de classement, vous devrez choisir des destinations un peu moins demandées. L'idée c'est que c'est pas une punition, hein, c'est une émulation des étudiants qui sont tous des étudiantes et des étudiants extrêmement capables, et donc qu'on les encourage à développer leur savoir et leur savoir-faire au sein du programme. Voilà, qui est clair et qui nous permet d'être tout à fait exhaustif, et bon, voilà, ça permet de passer un petit message aussi aux étudiants. Il faut effectivement continuer à bosser, même si on a bossé ardemment en prépa. Alors, pour ce qui concerne donc le dernier point, alors je vais commencer par un chiffre qui vous fera sans doute plaisir. Voilà, le dernier point, c'est sur la ville de Lyon, l'environnement de manière générale de l'école. On avait fait, il y a ça 2 ans, un sondage auprès de notre lectorat, quelle est, indépendamment de l'école, bien sûr, la ville que vous préférez en termes de ville étudiante, et Lyon était arrivée première. Donc bon, c'est déjà une première chose. Mais au-delà évidemment de la ville de Lyon, on pourra dire quelques mots. Il y a aussi évidemment tout l'environnement de l'école. Alors pour le moment à Écully, mais plus pour très longtemps. Là aussi, vous allez pouvoir nous en dire sans doute un petit mot. Beaucoup de choses. Je vais essayer de le faire en partie sous partie. Donc effectivement, la ville de Lyon. Alors je ne suis pas lyonnais d'origine, mais j'ai découvert cette ville en arrivant à l'EM Lyon. C'est une ville d'abord magnifique, mais surtout extrêmement agréable à vivre. Et extrêmement agréable à vivre quand on est étudiant en particulier. Ça c'est un premier point. Je pense que plus largement, si je prends maintenant la région Aura, on a une région absolument sublime. On a les volcans d'Auvergne à l'ouest, on a les Alpes à l'est. En 1h30, on est sur les pistes de ski si on a envie de skier. En 2 heures, on est à la mer. Donc il y a énormément de choses à faire. Et puis ensuite, il y a j'allais dire, le tissu économique d'employabilité de la région et de l'écosystème lyonnais. Là, je pense aux écosystèmes d'entrepreneurs, je pense aux écosystèmes d'entreprises en chimie, en pharmacie et autres. Donc ça, c'est j'allais dire, un point très très fort qui permet aux étudiants de vivre pleinement leur vie à Lyon. Et puis ensuite, il y a la question, j'allais dire, plus généralement de la vie à Lyon et à l'EM Lyon, et après j'arriverai au campus. C'est que, on connaît Lyon, c'est une ville de gastronomie. On dit souvent, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon et qui vont découvrir cette belle ville de Lyon, il y a effectivement 2 fleuves qui irriguent Lyon, c'est le Rhône et la Saône, et on dit qu'il y a 3 fleuves qui irriguent Lyon. Il y a le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Donc c'est vous dire combien à Lyon, j'allais dire, la gastronomie est importante. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, en 2024, on va quitter Écully et on va emménager dans le cœur de Lyon, donc dans le quartier de Gerland.
dans un magnifique campus qui est en train d'être construit et qui, pour l'avoir visité, est absolument, va être absolument fabuleux, il n'y a pas de doute. Et donc l'emménagement se fera pour la rentrée de septembre 2024. Donc pour les étudiants qui intégreront en septembre, ils auront la chance de revenir de leur stage à l'international et de pouvoir découvrir les nouveaux locaux de l'école. Oui, c'est ça, dans un lieu évidemment qui rappellera quelques souvenirs aux fans de l'Olympique Lyonnais, notamment, c'est ça. Alors, un petit mot aussi sur la vie associative, puisqu'elle est vraiment ancrée, alors d'une part sur le campus, et puis aussi sur le territoire. On parlait tout à l'heure avec les étudiants du Petit Paumé, qui est une véritable institution à Lyon aussi. Voilà, je pense que ça peut être effectivement aussi intéressant d'évoquer ce point-là. Historiquement, la vie associative à l'EM Lyon, c'est un pilier, j'allais dire, si central, disons-le, un pilier central du point de vue des étudiants, parce que ça fait vraiment partie, ça irrigue leur vie étudiante. Quand on lit leur rapport de fin d'études, la vie associative est un vrai cœur vibrant de leur expérience. Et puis, j'allais dire, la vie associative est aussi importante et intéressante parce qu'elle est très organisée à EM Lyon. Il y a beaucoup d'associations qui couvrent beaucoup de thématiques et beaucoup de thématiques qui permettent d'irriguer l'écosystème lyonnais. Donc, vous parliez bien évidemment du Petit Paumé, qui est une institution lyonnaise, puisque un restaurant se choisit s'il est... Oui, alors on peut préciser ce que c'est, parce que je crois pas... Pardon, le Petit Paumé, c'est donc ce guide gastronomique et plus généralement touristique fait par les étudiants de Lyon. Je précise qu'il est le premier guide de ce type-là à avoir été créé en France. Il a été suivi par d'autres écoles qui ont fait un peu pareil. Et donc il donne des conseils sur quel restaurant aller visiter, quel musée il faut visiter, etc. Et donc cette première institution est importante, mais je pense récemment au raid Hannibal dont j'ai rencontré les membres qui donc vont aller faire un raid, comme son nom l'indique, dans les Alpes. Donc on a plein d'associations qui sont la JET, on passerait des heures, mais il y en a plein. Mais l'idée, c'est que non seulement elles irriguent la vie de l'école, mais effectivement, elles sont en lien avec l'écosystème et donc elles augmentent mécaniquement l'employabilité des étudiants. Et en plus, ces associations, comme elles sont très bien organisées, elles augmentent considérablement l'employabilité et le professionnalisme des étudiantes et des étudiants. Donc la vie associative, elle fait pleinement partie du dispositif pédagogique et de la mission de l'école. Donc, avant de venir vous voir, j'étais avec Isabelle Liot, notre présidente, qui discutait avec les présidents et les présidentes d'associations. Donc, c'est vous dire que pour nous, c'est important. Oui, c'est ça, avec la Corpo, une association très particulière qui fait le lien... Qui chapeaute toutes les associations, voilà, et qui fait le lien avec le directoire de l'école. Effectivement, qui est une spécificité quasiment unique de Lyon, en tout cas, du moins à ma connaissance. Exactement. Bien, je crois que cette fois-ci, on a été tout à fait complet sur les 5 points que je voulais aborder. Peut-être une dernière question. Voilà, on s'adresse à des étudiants de prépa pour la plupart qui nous regardent, qui sont évidemment dans une période... vous le savez sans doute, peut-être un peu anxiogène sans doute. Est-ce que simplement vous voulez leur adresser peut-être un petit dernier mot pour sans doute achever de les convaincre au moins de venir, s'ils ont la chance d'être admissibles, vous faire un petit coucou sur le campus lyonnais? Alors, je vais essayer. Donc d'abord, c'est toujours un moment compliqué, difficile. Donc d'abord, bon courage. Bonne chance pour cette période compliquée des écrits et puis des oraux. Et puis vous dire que on serait ravis de vous accueillir sur le campus pour les oraux et puis éventuellement pour votre intégration. Je pense qu'un message à faire passer pour ceux qui seraient admissibles à EM Lyon, c'est de venir comme ils sont. Alors c'est un slogan que McDonald's utilisait, mais l'idée c'est que vraiment on cherche des personnalités plus que des machines de guerre. On cherche des pépites qui ne sont pas encore complètement révélées. Donc n'hésitez pas à venir comme vous êtes et à venir avec votre personnalité et votre sincérité. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça. Et voilà, on va conclure sur un petit conseil en prime sur l'entretien de personnalité qui est évidemment l'épreuve la plus importante pour les oraux. Donc voilà, comme ça nous avons été tout à fait complets. Merci à vous, Lionel Sid, je le rappelle, donc directeur du programme Grande École de l'EM Lyon Business School. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas par ailleurs à vous rendre sur le site de l'EM Lyon qui est extrêmement exhaustif pour vous permettre de découvrir encore davantage ce programme Grande École. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa.